Le lustre monumental du grand salon, un chef-d'œuvre de cristal de Bohême, projetait des ombres longues et tremblantes sur le marbre blanc de Carrare, telles des larmes gelées d'une époque révolue. 200 convives, parés de leurs plus beaux atours, emplissaient l'espace d'un murmure feutré, un mélange de parfums coûteux et de rires mondains. Amis, famille, partenaires d'affaires. Tous étaient réunis ce soir-là pour célébrer 15 années de ce qu'ils considéraient comme une idylle conjugale parfaite, un modèle de stabilité dans la haute société bruxelloise. Je me tenais au centre de cette mise en scène, drapée dans une robe de soie vert émeraude dont Vincent m'avait assuré qu'elle faisait briller mon regard comme des pierres précieuses. Quelle ironie tragique de réaliser, trop tard, que ces compliments n'étaient que les notes d'une partition soigneusement répétée pour masquer l'innommable. L'orchestre jouait une mélodie douce en sourdine, créant une atmosphère de sérénité factice, alors que Vincent levait son verre de cristal. À 40 ans, mon époux conservait ce charme dévastateur qui captive instantanément une assemblée dès qu'il franchit le seuil d'une pièce. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés, son smoking sur mesure épousait parfaitement sa carrure d'homme de pouvoir, et une assurance presque royale émanait de lui. « Mes chers amis, mes chers parents », commença-t-il d'une voix qui fit taire instantanément les conversations privées. « Je vous remercie d'être venus partager ce moment historique, marquant 15 ans de vie commune avec une femme d'exception. » La foule se tourna vers nous, les visages rayonnants d'une attente joyeuse. Nos enfants, Chloé, 13 ans, et Julien, 11 ans, se tenaient non loin de nous, leurs yeux pétillants de fierté pour ce père qu'ils idolâtraient. Ils ignoraient tout du séisme qui s'apprêtait à pulvériser leur univers. C'est alors que Vincent fit l'impensable, un geste qui allait réduire mon existence en un tas de décombres fumants. Il s'éloigna de moi d'un pas lent, le bruit de ses chaussures de cuir résonnant sur le marbre comme le glas d'une sentence de mort. Il se dirigea vers l'angle de la salle où se tenait Marina. Ma meilleure amie depuis 20 ans, la femme qui avait tenu ma main lors de mes maternités difficiles, la marraine de Chloé, celle qui avait essuyé mes larmes lors du grand départ de ma propre mère. Marina, resplendissante dans une robe de créateur dont le prix dépassait le salaire annuel d'un ouvrier, affichait un sourire de porcelaine. Sous les yeux de l'élite de la ville, Vincent posa un genou à terre devant elle et sortit un écrin de velours bleu. Le diamant qui y trônait capta la lumière des projecteurs, projetant des éclats de feu sur les visages pétrifiés des invités. « Marina », déclara-t-il d'une voix claire qui sembla saturer tout l'espace, « tu es l'âme de ma vie. Acceptes-tu de devenir ma femme devant le monde entier ?» Le souffle de l'assemblée fut coupé net, un silence de mort s'abattant sur le grand salon, seulement interrompu par le cri déchirant de Chloé. « Papa, non !» hurla-t-elle, alors que Julien s'effondrait en sanglots, incapable de comprendre la trahison qui se jouait sous ses yeux. Marina, sans une once de honte, esquissa un sourire victorieux et murmura un « oui » qui retentit comme une insulte suprême. Je sentis mes jambes se dérober, mes doigts cherchant désespérément le rebord d'une table pour ne pas m'écrouler. Les 200 témoins de ma déchéance restaient immobiles, partagés entre l'horreur et une curiosité malsaine. Mais alors que Vincent glissait l'anneau au doigt de sa complice, les grandes portes de la salle s'ouvrirent avec une lenteur solennelle. 3 silhouettes se découpèrent dans l'encadrement de l'entrée, telles des figures de justice surgies de l'ombre. 2 hommes vêtus d'uniformes sombres et officiels encadraient une figure que je n'avais pas revue depuis plus de 10 ans. Richard de Valmont, le père de Vincent. À 72 ans, Richard restait un homme d'une prestance intimidante, ses cheveux d'argent encadrant un visage dont la sévérité naturelle était accentuée par un regard d'acier. Il avait bâti un empire immobilier colossal à partir de rien, détruisant sans pitié ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Vincent, qui tenait encore la main de Marina, devint livide en apercevant son géniteur. Le sang reflua de son visage, laissant place à une pâleur de cire, alors que la coupe de champagne de Marina s'écrasait au sol dans une explosion de cristal qui sembla durer une éternité. « Père » balbutia Vincent, sa voix n'étant plus qu'un murmure d'enfant terrifié. Richard de Valmont avança d'un pas mesuré, chaque foulée dégageant une autorité naturelle qui forçait la foule à s'écarter. Les représentants des autorités marchaient à ses côtés, les mains reposant calmement sur leur ceinture, créant une atmosphère de fin de règne. En croisant le regard de mon mari et de sa maîtresse, Richard n'afficha ni colère ni surprise, seulement un mépris glacial pour celui qui avait osé souiller le nom de la lignée de Valmont. À cet instant précis, je me permis d'esquisser le plus imperceptible des sourires. Le piège, tendu depuis des mois avec une patience de prédateur, venait de se refermer sur eux avec une précision chirurgicale.
Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, il faut remonter 3 mois en arrière, au jour où un simple morceau de papier a déchiré le voile de mes illusions. Tout avait commencé par un après-midi de mars, l'un de ces jours de printemps où le froid s'accroche encore aux rues de Bruxelles. Je rangeais le bureau de Vincent, cherchant désespérément les documents d'assurance pour Julien qui s'était blessé au sport. Mon époux était déjà reparti travailler, affirmant que la charge de ses nouveaux dossiers de promotion immobilière exigeait une présence constante à son cabinet juridique. Je ne m'en étais jamais inquiété, habitué aux cycles intenses de sa carrière. C'est en déplaçant une pile de dossiers qu'un petit morceau de papier s'était échappé, glissant sur le parquet sombre. C'était un reçu, un simple skiff de papier provenant de l'Étoile d'Argent, l'établissement gastronomique le plus onéreux de la ville. Mes mains s'étaient mises à trembler en lisant les détails. Un dîner pour 2, champagne de millésime, caviar et dessert fin. La date indiquait le jeudi précédent, le soir même où Vincent m'avait appelé pour me dire qu'il devait veiller tard sur une affaire de fusion complexe. 1800 € pour un repas un soir où il était censé se nourrir d'un sandwich devant son écran. Je m'étais effondré dans son fauteuil de cuir, le cœur serré par une angoisse que je ne pouvais plus ignorer. Mon esprit parcourait toutes les excuses des mois derniers, chaque absence, chaque voyage improvisé, et soudain, le vibreur de mon propre téléphone m'avait ramené à une réalité encore plus cruelle. Un message de Marina. Café plus tard? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Marina, ma sœur de cœur, celle qui connaissait chaque recoin de mon âme. J'avais décliné l'invitation, prétextant la blessure de mon fils, alors qu'une suspicion atroce commençait à germer dans mon esprit. Les jours suivants furent un enfer de doutes et d'observations silencieuses. Vincent était devenu plus attentionné que jamais, me couvrant de cadeaux et de baisers, je percevais désormais la fausseté de chaque geste, comme si j'observais un acteur sur une scène de théâtre. C'est ma sœur, Claire, qui m'avait finalement ouvert les yeux. Claire était la pragmatique de la famille, celle qui voyait le monde sans le filtre de la romance. Isabelle, cesse de te voiler la face. L'ignorance te dévorera vivante, et tu as des enfants dont tu dois assurer l'avenir. Si tu as besoin de preuves, je te les apporterai. Claire avait fait appel à un cabinet spécialisé dans la collecte d'informations. Une semaine plus tard, dans la pénombre d'une allée de supermarché, elle m'avait tendu un dossier. Ils sont à l'hôtel Bristol. Chambre 412. Ils y sont depuis 2 heures. Le mot « il » avait résonné dans mon crâne comme un verdict de culpabilité. Vincent et Marina. J'étais resté là, au milieu du chaos du quotidien, sentant mon monde basculer hors de son axe. J'ai regagné ma demeure comme une automate, effectuant les gestes de la vie normale tout en planifiant ma renaissance. Je ne serais pas l'épouse éplorée qui hurle sa douleur pour être ensuite écartée avec une pension dérisoire. Je serais celle qui orchestre la chute des traîtres. Le lendemain, j'ai pris une décision radicale. J'ai contacté Richard de Valmont. Je savais que Mon n'avait jamais véritablement approuvé mon union avec son fils, me trouvant trop ordinaire pour ses ambitions dynastiques. Mais je savais aussi qu'il plaçait la loyauté et l'honneur du nom au-dessus de tout. En arrivant dans son immense domaine de la périphérie bruxelloise, je sentais le poids de l'histoire peser sur mes épaules. Richard m'avait reçu dans son cabinet privé, une pièce saturée de l'odeur du vieux cuir et du bois précieux. Je n'avais pas demandé sa pitié. Je lui avais simplement exposé les faits, documents à l'appui. Les relevés financiers prouvant que Vincent utilisait les comptes de la fondation familiale pour entretenir le train de vie de Marina. « Pourquoi venir me voir, Isabelle ?» avait demandé Richard de sa voix caverneuse, ses yeux d'acier sont dans mon âme. « Parce que Vincent ne vous trahit pas seulement moi, il trahit votre héritage. Il utilise le capital que vous avez bâti pour financer une femme qui se moque de votre nom. Je ne veux pas de votre argent pour moi, Richard. Je veux que mes enfants soient protégés et que ceux qui nous ont trahis réalisent que chaque acte a une conséquence juridique. » Un éclair de respect avait alors brillé dans le regard du vieil homme. Richard m'avait révélé l'existence d'une « clause de moralité » au sein du trust familial. Tout acte de malveillance publique ou d'adultère prouvé pouvait entraîner l'exclusion immédiate de la succession. Vincent a toujours été une déception, avait soupiré Richard, paraissant soudainement porter tout le poids de ses 72 ans. Rebelle dans sa jeunesse, irresponsable à l'âge adulte. Mais je ne l'imaginais pas capable d'une telle cruauté envers la mère de ses enfants. Le temps est venu pour lui d'apprendre que le pouvoir n'est rien sans l'intégrité.
Nous avions alors élaboré un plan d'une précision millimétrée. Richard me demanda de continuer à jouer mon rôle d'épouse dévouée pendant 3 semaines supplémentaires, le temps pour ses experts comptables de finaliser le dossier de détournement de fonds. Ce furent les jours les plus éprouvants de mon existence. Vivre sous le même toit qu'un homme qui planifiait mon humiliation publique tout en lui souriant au petit déjeuner exigeait une force que je ne soupçonnais pas posséder. Le soir de la réception pour nos 15 ans de mariage fut le théâtre final de cette tragédie. Vincent avait tout orchestré pour que son annonce soit spectaculaire, convaincu de sa propre impunité. Il ignorait que chaque convive prestigieux, chaque journaliste présent, allait devenir le témoin de sa propre déchéance. Lorsque Richard de Valmont s'avança vers son fils au centre de la salle de bal, le silence était tel qu'on aurait pu entendre battre le cœur des statues de marbre. « Félicitations pour tes fiançailles, Vincent », déclara Richard d'un ton dont l'ironie était tranchante comme un rasoir. « C'est une décision intéressante, je crains que ton sens du timing ne soit défaillant. » Richard sortit une épaisse enveloppe de sa veste de smoking. « Voici la révision intégrale du trust de Valmont. En vertu des clauses de moralité que tu as toi-même paraphées il y a 10 ans, tu es officiellement exclu de toute succession et de toute gestion des actifs familiaux. Ce privilège revient désormais exclusivement à Isabelle et à vos enfants. » Vincent vacilla comme s'il venait de recevoir un coup physique, son visage passant d'un gris livide à une expression de terreur pure. Marina, quant à elle, s'agrippait au bras de Vincent, réalisant avec horreur que le milliardaire qu'elle pensait avoir séduit n'était plus qu'un homme ruiné. Mais ce n'était pas tout. L'un des représentants des autorités s'avança, sortant un document officiel. « Madame Marina Stéphane, vous êtes placée sous surveillance dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds et usage abusif de ressources fiduciaires non autorisées. » Il s'avérait que Marina, avec la complicité passive de Vincent, avait utilisé les cartes de crédit de la Fondation pour des dépenses personnelles massives, un acte qualifié de malveillance financière majeure. Marina fut escortée vers la sortie, le bruit de ses talons sur le marbre sonnant comme la fin d'une sinistre comédie. Vincent resta seul au milieu des décombres de sa vie, déchu de son rang, de sa fortune et de son honneur. 8 mois se sont écoulés depuis cette nuit fatidique au grand salon. Le divorce a été finalisé avec une rapidité surprenante, Vincent n'ayant plus les ressources pour contester quoi que ce soit. Il vit désormais dans un petit appartement de banlieue, tentant de reconstruire une carrière d'avocat entachée par le scandale. Marina a été condamnée à une peine avec sursis et à la restitution intégrale des sommes détournées, ce qui l'a laissée totalement indigente. Mais pour moi, l'essentiel était ailleurs. Mes enfants, bien que marqués par la trahison de leur père, ont trouvé en leur grand-père Richard un pilier inattendu. Chloé et Julien passent désormais leur week-end au domaine, apprenant les valeurs de l'intégrité et du travail que Vincent avait oubliées. Richard m'a proposé de prendre la direction de la fondation familiale. Tu as prouvé que tu avais plus de courage et de discernement que n'importe quel membre de cette lignée, Isabelle. Je veux que tu sois celle qui gère nos initiatives pour les familles en crise. J'ai accepté cette responsabilité avec une immense fierté. Je ne suis plus l'épouse effacée des Valmont, une femme debout, maîtresse de son destin. Ma sœur Claire est devenue ma plus proche collaboratrice, et ensemble, nous bâtissons un refuge pour ceux que la vie a malmenés. Un soir, alors que je terminais ma journée de travail, Chloé m'a regardée avec une sagesse qui m'a bouleversée. « Maman, tu sembles différente. Tu sembles heureuse. » Et c'était vrai. Je n'étais plus l'ombre d'un homme puissant, ma propre lumière. La trahison de Vincent avait été le scalpel qui avait incisé ma vie pour en extraire la force que je cachais. Aujourd'hui, quand je regarde mon reflet dans le miroir, je ne vois plus une femme trahie, une survivante qui a su transformer sa douleur en une source d'espoir pour les autres. À vous qui m'écoutez et qui traversez peut-être votre propre tempête, sachez que le silence de la trahison n'est pas une fin en soi, souvent le prélude d'une symphonie bien plus belle. Merci d'avoir partagé mon histoire. N'oubliez pas que la véritable noblesse ne réside pas dans le nom que l'on porte, dans la dignité de ses actes. À bientôt pour un nouveau récit de vie.